Novembre 1944. Les armées alliées libèrent Strasbourg. Après 4 ans d'occupation, la France est libérée. Mais une semaine après la liesse, les soldats américains découvrent une scène d'horreur. Dans les réserves de l'Institut d'anatomie de l'Université du Reich de Strasbourg, 167 morceaux de corps humains et 17 corps entiers conservés dans des cuves. Cette découverte macabre est ce qui reste d'un projet secret de la Nonnerbeu, le centre de recherche scientifique de la SS. À la demande de cette organisation, les expériences les plus insensées et les plus meurtrières ont été menées tout au long du règne nazi. De l'inoculation de virus mortels à des êtres humains, aux expéditions ethnologiques les plus lointaines, en passant par la recherche du marteau de Thor auquel rêvait Himmler, les savants allemands qui étaient parmi les esprits les plus brillants du XXe siècle ont sombré dans les ténèbres. Ils ont mené une entreprise de falsification et d'instrumentalisation des sciences sans précédent. Leur mission, légitimer les pires crimes du Troisième Reich. Été 1932, un peu plus de 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est au fond du gouffre. Il y a 14 millions de chômeurs. Dans certaines villes comme Berlin, la famine et la tuberculose tuent à nouveau. Les nazis, qui n'étaient quasiment rien 4 ans auparavant, obtiennent plus de 37% des voix aux élections législatives. Quelques mois plus tard, Hitler devient chancelier. Le rêve du Führer est de relever l'Allemagne, la venger des conséquences désastreuses de la guerre. À ses yeux, la race germanique est menacée par l'immigration, par les Slaves, les Juifs. Les races inférieures ou étrangères sont responsables des problèmes de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas accepté la défaite. Elle est saignée dans sa jeunesse. Il y a le coup de force de Versailles, un traité qui est véritablement drastique. Il y a un drame économique. Donc c'est à travers ce ressentiment, cette culture de ressentiment, que va, dans des mouvements d'extrême droite où va triompher le national-socialisme, se développer ce que l'on appelle l'identité völkisch. Völkisch, ce n'est pas seulement racial, c'est un mot complexe, c'est l'affirmation que l'on est un peuple supérieur. Dans son livre Mein Kampf, Hitler écrit « Toute la culture humaine, toutes les réalisations de l'art, de la science et de la technologie que nous avons aujourd'hui sont presque exclusivement l'œuvre de l'Arien. Il est le Prométhée de l'espèce humaine, et c'est de son front lumineux que de tout temps a jailli la divine étincelle de génie. » Hitler thought the Germans were a superior race. He called them the Aryans. They were supposed to be superior to the Slavs, of course, who were to be used eventually in the service of the Aryans, and of course definitely superior to the Jews. Dans son entreprise, le Führer a un bras droit, un militant nazi de la première heure, le chef de la SS, Heinrich Himmler. Himmler voit en Hitler le sauveur de l'Allemagne. Ancien technicien agronome, féru d'histoire et de mythologie, raciste convaincu, il partage les idées de son chef. Les Allemands sont une race supérieure et ils doivent en prendre conscience. Or, la race, ce
ce sont les origines, ces générations qui nous ont précédés. Himmler dit et répète: un peuple ne peut vivre heureux dans le présent et dans l'avenir que s'il est conscient de son passé et de la grandeur de ses ancêtres. Himmler partage cette vision avec deux savants obsédés par la question de la race. Hermann Wirth, un spécialiste de la préhistoire, et Richard Darré, agronome et raciologue, colonel SS et chef de l'Office central de la race. En 1935, les trois hommes dotent la SS de son propre institut de recherche scientifique. Son nom est composé de deux mots, Ahnen, qui signifie en allemand ancêtre, et Erbe, qui signifie héritage. L'Ahnenerbe, l'héritage des ancêtres. Cette organisation va devoir prouver que la race germanique est une race supérieure. Première vérité à établir, la race germanique a un passé grandiose. The aim is to establish a history going back to allegedly superior ancestors. If you can prove your ancestors to have been superior, better than other races, quote unquote, then obviously you yourself have a claim to superiority. And this was the whole idea behind the organization Ahnenerbe for Heinrich Himmler. Unsere Staaten sind Waffen im Frieden, unsere Lager sind Folgen im Land. Pour truquer le passé à la mode germanique, il faut creuser. L'histoire et l'archéologie revêtent alors une nouvelle importance. Frisch geht's mit Hacke und Spaten ans Werk, die deutsche Vergangenheit wieder zu beleben. Es ist eine schöne und verpflichtende Aufgabe, den Spuren unserer Ahnen nachzugehen. Les crédits pour les fouilles archéologiques sont décuplés. Des chaires d'archéologie sont créées dans les universités. Fini l'amateurisme. La science nationale socialiste voit grand. C'est une discipline qui va étudier non plus des portions de sites comme on le faisait au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, où c'était quelques savants avec 2 ou 3 ouvriers qui ouvraient une petite fouille dans une grotte sur un petit site. Là, on va décaper des sites complets et on va offrir au public et aux scientifiques la vision non seulement de sites dans leur intégralité, mais aussi de véritables paysages archéologiques. 80% des archéologues adhèrent au parti nazi. Avec les médecins et les juristes, ils constituent la profession la plus nazifiée. Das heißt, dass viele Archäologen damals, wenn sie nicht Spezialisten für Griechenland, Ägypten oder Rom waren, sondern Spezialisten für die Ur- und Frühgeschichte im deutschen Territorium selbst, dass die natürlich sehr froh waren, dass sie plötzlich Finanzierungen bekamen, um an alle möglichen Orten Grabungen vorzunehmen und die dabei gefundenen Dinge dann in einem Museum zu präsentieren, zu interpretieren. Und sie interpretierten das natürlich im Sinne des nationalsozialistischen Regimes. Pour servir le régime, les archéologues ont une méthode. Trouver des croix gammées dans le sol allemand. Le motif de la svastika est un symbole universel qui existe depuis des siècles, tant en Occident qu'en Orient. Mais les archéologues SS s'approprient le symbole et en font une interprétation délirante. C'est pour eux la preuve d'une colonisation germanique millénaire. Une mise en scène adaptée sert la légende. Wie immer in Zeiten heldischen Aufbruchs war es das Hakenkreuz, das auch diese germanischen Stämme auf ihrem weltgeschichtlichen Zug begleitete. In der Tat geht es darum, die deutsche Geschichte neu zu schreiben. Allerdings konzentriert man sich im Ahnenerbe nicht auf die deutsche Geschichte des 20., des 19., des 18. und so weiter Jahrhunderts, sondern man konzentriert sich auf die Ur- und Frühgeschichte des deutschen Volkes
Heute weiß man, dass es das deutsche Volk vor 5000 Jahren natürlich nicht gab, aber diese Leute gingen davon aus. Sehen ja recht erfolgversprechend aus. Ja, von der linken Seite. Herr Doktor! Ja? Herr Doktor, kommen Sie mal her! Si les croix gammées ont vraiment existé, les accessoiristes nazis font des prouesses. Donnerwetter, ist das ein Fund? Ein herrliches Gefäß. Les peaux exhumées de terre reluisent, comme au premier jour. Auf seinem Boden ist das alte germanische Heilszeichen, das Hakenkreuz, eingeritzt. Als ein Symbol kraftvoller Entfaltung eines Volkstums verbindet es die vorgeschichtliche, die alte mit der neuen Zeit. C'est de la mise en scène. Ces actualités, en fait, elles ont une fonction de propagande. On ne trouve pas autant de vases avec des svastikas. En réalité, ce ne sont pas eux qu'on trouve le plus couramment dans le sol. Mais l'idée qu'on cherche à promouvoir, c'est l'idée d'une permanence, en fait. Les svastikas, les gens les voient partout dans la rue, ils les voient sur les drapeaux, c'est l'emblème de l'Allemagne, l'emblème de la Nouvelle-Allemagne. Eh bien, ces vestiges-là, on les trouve également dans le sol. Ils sont là depuis la plus ancienne préhistoire, ce qui prouve qu'il y a une continuité non seulement raciale, mais aussi spirituelle du peuple allemand, qui s'enracine dans les plus lointaines origines de la préhistoire. Les archéologues peinent à trouver de beaux vestiges. Chaque découverte, aussi minime soit-elle, est un prétexte pour révéler les qualités supérieures des ancêtres. Sehen Sie sich dieses kleine, kunstvolle Henkelkrüglein an. Ist nicht dieses Bild der beste Beweis dafür, dass unsere Vorfahren der Bronzezeit auch schon auf sehr hoher kultureller Stufe standen? Fasciné par le moindre objet, Himmler se rend en personne sur les sites de fouilles et fait la promotion sur les ondes de son hobby favori. Wir werden diese Grabungen nicht etwa, weil wir der Wissenschaft in irgendeiner Form Konkurrenz machen wollen, nein, sondern weil wir mit der Wissenschaft zusammen weltanschauliche Dinge suchen wollen, ganz konsequent fortsetzen. Wir werden uns dieser Aufgabe mit derselben Zähigkeit widmen, mit der sich die Schutzstaffel allen anderen Aufgaben bisher gewidmet hat. En privé, Hitler lui se montre peu enthousiaste. Il confie. Pourquoi attirer l'attention du monde sur notre absence de passé? Il est déjà regrettable que les Romains aient érigé de grands bâtiments, alors que nos ancêtres vivaient dans des huttes de terre. Voilà maintenant que Himmler fait des fouilles et s'enthousiasme pour tous les tessons et les haches en pierre qu'il trouve. Hitler hat ganz offensichtlich in vielen Gesprächen immer wieder das für eine Skurrilität und ein Hobby von Himmler bezeichnet, für einen Spleen von Himmler, aber einen schönen Spleen, vermutlich, doch einen sympathischen Spleen, aber eben doch einen Spleen, während Hitler ja sehr viel nüchterner quasi sei. Hitler didn't exactly dislike what Himmler was doing. Hitler's policy generally was let them do and let them be as long as they don't attack me. Ne trouvant aucune trace décisive de culture supérieure sur le sol allemand, Himmler poursuit sa quête. Le chef de la SS passe à la vitesse supérieure et ouvre ses recherches au reste du monde. L'Ahnenerbe décide d'organiser des expéditions vers d'autres pays, avec bien sûr, comme postulat fondamental, le germain est à l'origine de toutes les grandes civilisations. La première grande entreprise de recherche est une expédition SS en Suède, dans le Bohuslän, une région connue pour sa richesse archéologique en pierre gravée. Hermann Wirth, membre fondateur de l'Ahnenerbe, n'a aucune formation en archéologie ou en histoire de l'art. Il s'y rend à l'automne 1935 pour prendre des photographies et réaliser des moulages de gravures rupestres. Wirth imagine les interprétations les plus fantaisistes des gravures qu'il examine. Ces milliers d'inscriptions seraient des textes sacrés de la race nordique. D'après Wirth, ces Nordiques auraient inventé le premier alphabet. Le but du travail de Wirth était de montrer que l'alphabet runique
était un alphabet qui était plus ancien que les hiéroglyphes égyptiens. Donc il essayait de le reculer d'une bagatelle de 30 petits siècles. L'enjeu, c'est de dire, les Nordiques sont eux aussi sont ceux qui ont inventé la première forme d'écriture. Et donc, c'est une pierre, un argument de taille, si vous voulez, dans le grand récit de la supériorité nordique. Toutes les études admettent que les symboles runiques sont apparus entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, alors que l'alphabet égyptien est apparu près de 3000 ans plus tôt. Cela n'empêche pas Wirth de publier ses travaux. Les pseudo-scientifiques de la SS ne sont pas un trucage près. Car les nazis ne peuvent accepter que la culture et les premières civilisations soient nées en Orient. Pour l'Institut de la SS, la civilisation n'a pas pu se diffuser du sud vers le nord. C'est impossible. La culture, la connaissance ne peuvent s'être diffusées que de l'Allemagne vers le reste du monde. Les cartes de tous les manuels scolaires reproduisent cette doctrine. C'est une évidence, et peu importe les autres théories. Tout doit participer à transmettre cette vérité. Ouvrages scolaires, comme œuvres cinématographiques. In Wirklichkeit wird es eben so gewesen sein, dass die ägyptische Form des Rennwagens den nordischen Völkern Modell gestanden hat. Gerade umgekehrt war es. Ich behaupte, die Nordländer erfanden diese Form des Wagens und bauten sogar den Wagen, der in dem ägyptischen Grab gefunden wurde. Das sind Vermutungen, nichts als Vermutungen, nein. Das ist der Durchbruch der stolzen Erkenntnis, dass unsere germanischen Vorfahren eine hohe Kultur ihr eigen nannten. Eine Kultur, die in ferne Zeiten zurückreicht und deren Auswirkungen selbst an der klassischen Kultur des ältesten Ägypten nachweisbar sind. Les expéditions se poursuivent. Finlande, Roumanie, Turquie, Grèce, Liban, Syrie, Irak. Les archéologues pistent les traces de leurs ancêtres germaniques. En 1937, l'organisation SS prend de l'importance et s'intéresse à un nombre croissant de disciplines. Un universitaire, Walter Wüst, prend la tête de l'organisation. Ce spécialiste des langues anciennes s'intéresse particulièrement à l'Asie, qui, pense-t-il, a été colonisée par des tribus germaniques archaïques. Il parvient à intéresser Himmler à sa théorie, qui ne demande pas mieux. À tel point que le Reichsführer est désormais persuadé que les chefs mongols, samouraïs japonais et autres guerriers étaient les descendants d'Européens. Conséquence, Lannenerbeu finance alors une expédition plus ambitieuse. Destination, le Tibet. Après des mois de préparation, en avril 1938, une équipe d'explorateurs SS s'embarque à bord d'un bateau à vapeur allemand à destination de Ceylan. Puis un cargo les mène à Calcutta. En juin 1938, les Indiana Jones nazis partent vers les hauts plateaux du Tibet. Lourdement chargés, avec plus de 50 mules, chevaux, gourdes, fouets, revolvers, canons gonflables et caisses de vivres. L'expédition n'est pas de tout repos. Le voyage dure des mois. L'objectif principal de l'expédition est de prouver que l'élite des peuples asiatiques vient du nord de l'Europe. Pour le plus célèbre raciologue allemand de l'époque, Hans Günther, l'homme germanique a dû voyager de l'Europe à l'Inde, où il est devenu rien de moins qu'un dieu. Un couple de blancs nordiques aurait même donné naissance à Bouddha.
Hans Günther fait de Boudin un fils de Germain, mais vous voyez très bien la très grande plasticité de la croyance nazie, parce que le déterminisme racial ne lie pas toujours le phénotype, c'est-à-dire l'apparence visible, avec le patrimoine racial. C'est-à-dire que vous pouvez être petit et brun et avoir un patrimoine racial nordique presque parfait. Ça n'est pas la majorité de l'espèce, mais c'est acceptable chez les nazis. Vous voyez jusqu'où va le fantasme de l'identité germanique. C'est qu'au bout du compte, finalement, le monde entier peut être issu d'une influence ou d'un héritage germanique. Les explorateurs SS rencontrent de nombreuses tribus qu'ils s'efforcent de séduire. Ils se filment et se mettent en scène durant tout leur périple. Le chef de l'expédition est Ernst Schäfer, jeune docteur en ornithologie. Il est accompagné d'un technicien, d'un caméraman photographe et d'un géophysicien, et de Bruno Beger, capitaine SS, jeune anthroporaciologue, qui ne se déplace jamais sans une batterie d'instruments de mesure anthropométriques. Ils approchent les populations locales et gagnent leur confiance. Pour ce faire, Beger leur prodigue des soins médicaux et dentaires. En échange, les autochtones se prêtent au jeu des mesures anthropométriques. Diese Schädelvermessungen, also die kommen uns natürlich heute sehr bizarr vor. Das ist aber eine Praxis, die natürlich im 19. Jahrhundert schon aufgekommen ist. Und man hatte damals die Auffassung, dass die Form des Schädels etwas über den Inhalt des Schädels aussagen würde. Pour eux, l'idée, c'est que pour identifier une race, il y a des traits physiologiques, et que ces traits physiologiques ils sont marqués en particulier dans le crâne. Les proportions du crâne, est-ce que les crânes sont-ils dolicocéphales, c'est-à-dire est-ce qu'on a le visage étroit et le crâne allongé, ou est-ce qu'on est plutôt brachycéphale, c'est-à-dire méditerranéen, avec le visage plutôt rond et plutôt ramassé? C'est pourquoi il est très important de prendre non seulement des mesures directement sur les visages, mais aussi de prendre des moulages qui pourront être étudiés et conservés ensuite dans les laboratoires. En appliquant une pâte spéciale, Beger réalise des moules de leur visage. Il manque d'étouffer un de leurs Sherpas népalais. Les explorateurs photographient près de 2000 Tibétains et Bhoutanais. Ils mesurent plus de 370 personnes et effectuent 17 moulages qui rejoindront les collections d'anthropologie raciale des universités allemandes. Il est évident aujourd'hui que ça n'est pas des mesures de crâne, des longueurs d'oreilles ou des proportions de nez qui renseignent sur l'identité génétique ou raciale. Ça, c'est un fantasme, en fait. Fantasme qu'on continue toujours à prolonger aujourd'hui avec l'ADN. On a la même idée, c'est-à-dire on veut démontrer que grâce à des caractères génétiques transmis, on pourrait connaître l'origine ethnique ou raciale, avec des grosses guillemets, des gens qui seraient porteurs de ces gènes. Quand Beger croise un homme à la haute stature, il en fait un descendant des colons germaniques. Quand il croise un misérable, il le voit comme la preuve de la dangerosité du métissage. Avec ce raisonnement, Bruno Beger n'a bientôt plus aucun doute. Les Tibétains ont des caractéristiques nordiques. Haute stature, tête allongée, visage étroit, sentiment d'être dominant. Les conclusions de Beger sont absurdes. Aucun scientifique au monde ne considère sérieusement que ces mesures de crâne prouvent que les Tibétains viennent de Scandinavie. On est dans le délire le plus complet, mais dans un travail scientifique très organisé. Et ça, c'est le paradoxe de la SS et d'une façon générale des grands spécialistes, des grands techniciens du national-socialisme,
c'est qu'à partir de prémices complètement délirantes, ils font un travail scientifique rigoureux. Ce sont des hommes de science, mais qui partent d'une base erronée pour conduire un travail selon une méthodologie qui, elle, est celle de la science. I have not seen any conclusions drawn from that research as they came back. They were working on this, but this is the tragic problem of the Ahnen era. They never really came out with anything tangible that you could put your hand or your finger on and say, this proves this and this proves that. Point d'orgue de l'expédition. Les explorateurs allemands se font inviter à Lhasa, capitale du royaume. Ils y rencontrent les plus hautes autorités. Aucun autre représentant européen n'y avait encore jamais mis les pieds. La croix gammée nazie flotte sur le toit du monde. C'est un sentiment merveilleux de savoir que la puissance du Reich est si grande qu'elle s'étend aux régions les plus reculées du continent asiatique, écrit Schaeffer. Après 14 mois d'expédition, le 4 août 1939, les explorateurs reviennent à Berlin dans l'avion personnel de Himmler. Le Reichsführer va lui-même les accueillir sur le tarmac. Il saisit l'occasion pour se faire photographier avec les héros du jour. This was an opportunity to show the world that one of their own, this great Dr. Ernst Schaeffer, was able to take his team to the top of the world, actually, Tibet, which had the highest mountains, and they could come back with assumedly results, which of course were not divulged at the time. So much of this is just show, it's just circus, but you could make the Germans believe that something would be coming from such an important, exalted trip to the top of the mountains in Tibet. Le seul résultat concret de l'expédition est un film intitulé « Le Tibet secret », qui raconte toute l'aventure des explorateurs de la SS. Eines der häufigen tibetischen Ornamente ist das uralte Indo-Arsch-Zeichen des Hakenkreuzes, das den Tibetern als Sinnbild unvergänglichen Glückes gilt. Himmler est satisfait. L'expédition ne prouve rien, mais elle participe au rayonnement du régime. La SS prépare d'autres expéditions vers les Andes boliviennes et vers l'Islande, avec le même objectif, prouver que toute trace de civilisation évoluée est l'œuvre de la race germanique, de la muraille de Chine aux superbes cités andines. Alors que Hitler a lancé le réarmement massif de ses troupes et étudie des plans pour envahir l'Europe, Himmler oriente la science nazie comme bon lui semble. Il formule à Lahnenerbeu certaines demandes, au gré de ses lectures, de ses discussions avec Hitler ou de ses obsessions du moment. Derrière ses lunettes rondes, l'ancien éleveur de poules a volontiers des délires mystiques. Dépourvu de toute formation universitaire, pur amateur, Himmler évolue souvent dans un univers qui mélange histoire et mythologie. Il est ainsi persuadé que les divinités des légendes nordiques, telles qu'Odin, le roi des dieux, et Thor, le dieu du tonnerre, étaient les premiers Germains et possédaient en tant que tels des connaissances supérieures. Dans une lettre adressée à Lahnenerbeu, Himmler demande « Trouvez tous les lieux dans le monde culturel arien germanique où il est question d'éclairs, de tonnerre, du marteau de Thor, du jet de ce marteau, ainsi que toutes les sculptures du dieu représentées avec une petite hache projetant des éclairs. Je suis convaincu que cela ne repose pas sur un tonnerre naturel, mais qu'il s'agit plutôt d'une forme ancienne hautement développée d'armes de guerre de nos ancêtres, et que cela implique une connaissance inouïe de l'électricité. L'héritage des ancêtres, c'est aussi l'électricité qu'auraient donc maîtrisé les premiers Germains, il y a plusieurs siècles, bien avant l'Italien Volta ou l'Américain Edison. Un pur délire.
Das Erschreckende ist natürlich, dass in dieser Zeit so etwas in Deutschland möglich war und dass unter der Protektion von Himmler und seinen direkten Helfern das nicht in Frage gestellt werden konnte. Das Erschreckende ist eben, dass das Ahnenerbe Absurditäten tolériert hat, ja gefördert hat. Plus la recherche est ésotérique, plus elle semble plaire au chef de la SS. Le Reichsführer multiplie les demandes surprenantes. Il veut en savoir plus sur l'influence du nez grec sur les aptitudes au combat. Pour cela, il demande la constitution d'une unité de Waffen-SS, dotée de nez droit. Il souhaite une étude sur le calendrier sexuel des Germains et la fécondation des femmes germaniques, les nuits de pleine lune. Himmler envisage même des campagnes de fouilles archéologiques à la recherche de l'Atlantide, un continent perdu de la mythologie grecque, qu'il situe bien entendu en mer du Nord. These people who were looking for stuff like Thor's hammer or the Holy Grail were partly mad and partly deluded and partly amateurs who believed like a sectarian in a thing that didn't exist. Others knew that these things did not exist, but they played along opportunistically because they didn't want to lose favor with the Reichsführer SS. It was as simple as that. Himmler crée un repère, le château de Wewelsburg, où siège une sorte d'université d'endoctrinement et de rituels SS. Des milliers d'ouvrages, une crypte et un cérémonial autour d'un soleil noir sont censés assurer la fidélité absolue de ces cadres. On est dans un système, et c'est cela qui est intéressant avec Ahnenerbe et avec la SS, on est dans un système qui peut parfaitement voir côtoyer une lettre d'Himmler dans laquelle il dit « D'accord, nous allons adopter le calendrier lunaire, mais il faut bien se rendre compte que le calendrier lunaire ne peut exister que depuis que la Lune tourne autour de la Terre. » Donc ça en dit long quand même sur le fait qu'il pense qu'à un moment dans la préhistoire, il n'y avait pas de lune. Et dans le même temps, la lettre suivante sera une lettre dans laquelle Himmler sera en train de détailler des comptes extrêmement précis et minutieux pour de la production de guerre, comme un manager moderne. Et c'est précisément la coprésence d'une vision du monde qui peut à certains moments avoir une cosmogonie délirante avec du managériat le plus moderne qui fait la spécificité de la SS. Hitler n'est pas aussi porté sur l'ésotérisme que son lieutenant. Il nourrit toujours un complexe vis-à-vis des magnifiques vestiges de Rome ou d'Athènes. Pour servir son chef, Himmler sait être arrangeant avec la science. Il poursuit son entreprise de trucage de l'histoire et crée au sein de l'Ahnenerbe un département qui a pour mission d'étudier l'antiquité gréco-latine et de l'intégrer au patrimoine historique et identitaire de la germanité. Rome et Athènes n'ont pas été supérieurs aux Germains. Il faut prouver que les Grecs et les Romains sont eux-mêmes des Germains. Si on ne peut pas être supérieur à l'autre, il faut prouver que l'autre, c'est moi. Rome and Athens were being held to be so superior, Hitler thought there couldn't be any other way but German influences sometime in the past. À l'origine de la ville de Rome, Romulus et Rémus sont des émigrés et des réfugiés nordiques. De même pour Sparte, de même pour l'Empire perse de Cyrus le Grand, etc., etc. Et le nazisme s'incarne véritablement, si vous voulez, comme un discours sur l'histoire avec la providence nordique qui est à l'origine de la création d'à peu près tout ce que, culturellement et politiquement, a pu être notable en Europe. Les expéditions et les campagnes de fouilles ne suffisent pas pour prouver la supériorité germanique. Qu'à cela ne tienne, pour se réclamer d'un passé grandiose, à l'occasion des festivités, l'Antiquité gagne la rue. Les fêtes de l'art allemand de Munich mobilisent plus de 5000 figurants
dans un défilé de plus de 3 kilomètres. Des maquettes en carton-pâte viennent rappeler au peuple allemand la grandeur des ancêtres. L'amalgame est fait. Grecs et Romains ne sont que les héritiers des Germains originels. L'Arien est bien le maître des arts. Les étendards à la romaine ont été dessinés par Hitler lui-même. Ce complexe vis-à-vis de Rome se décline dans toutes les disciplines artistiques. Les sculpteurs Arnaud Breker et Joseph Thorac réalisent des statues gigantesques de superbes Ariens. L'architecture doit aussi s'aligner. Berlin sera rebaptisé Germania et disposera d'immenses avenues et de gigantesques stades. Le Reich doit être plus fascinant que la Rome antique, et chaque Allemand doit être conscient de la grandeur de son pays. En 1935, l'Ahnenerbe était exclusivement voué à l'ethnologie et à la préhistoire germanique. 3 ans plus tard, ses travaux s'élargissent de manière impressionnante pour embrasser toute la science. Attirés par les crédits, certains des plus grands universitaires et chercheurs viennent de toute l'Allemagne pour exercer leur talent au sein de l'organisation. La communauté scientifique a le choix entre l'adhésion, le silence ou l'exil. Les scientifiques juifs, eux, n'ont plus le droit d'enseigner depuis 1933. Certains prix Nobel ont quitté le pays, comme Albert Einstein ou James Franck, tous deux précurseurs de la physique atomique. Himmler espère que son ambitieux projet va à l'avenir modeler toute la recherche académique allemande. À terme, la SS devra être la seule instance scientifique en Allemagne, exerçant le rôle d'une police de la recherche, qui contrôlerait les nominations des professeurs, les publications et les cours. L'organisation coûte cher. En plus des financements traditionnels, des compléments abondants sont versés par les grandes marques industrielles allemandes, qui se préparent à la guerre. Cela permet de faire plaisir à Himmler et de gagner ses faveurs. Financement plus officieux, Richard Darré, l'un des membres fondateurs de l'Ahnenerbe, désormais ministre de l'Agriculture, puise illégalement dans des fonds qui dépendent de son ministère. Mais Himmler a aussi ses ressources particulières. Un sympathisant du parti a déposé le brevet d'une pédale de vélo réfléchissante qui améliore la sécurité des cyclistes. En tant que chef de la police, Himmler annonce de nouvelles mesures de sécurité routière. Tous les vélos devront s'équiper de ces pédales nouvelle génération. Une manière de financer l'Ahnenerbe, car l'inventeur saura être généreux envers l'organisation. Depuis sa création, l'Ahnenerbe a chanté les louanges du passé germanique et truqué les résultats de ses recherches, quand cela l'arrangeait. La propagande a irrigué toute la société allemande. Les esprits sont formatés. Les Allemands veulent y croire. Leur passé est glorieux. Leur culture est prestigieuse. Leur peuple est grand. Ils peuvent passer à l'attaque. En septembre 1939, la guerre éclate. La Wehrmacht envahit la Pologne, qui s'effondre en quelques jours. Guerre oblige, les expéditions lointaines sont annulées. Mais un nouveau terrain de jeu est à disposition de l'Ahnenerbe, les territoires conquis. Les sciences humaines
sont priés de participer à l'effort de guerre. L'organisation s'est dotée d'un nouveau directeur, Wolfram Sievers, gradé SS, proche d'Himmler, avec qui il parade. Le jeune directeur de 34 ans a une idée. Il faut occuper ses chercheurs. Il envoie en Pologne le professeur Peter Paulsen pour piller le patrimoine archéologique et artistique du pays. La brutalité est la méthode employée par les scientifiques qui n'hésitent pas à piller et détruire. Des milliers d'ouvrages vieux de plusieurs siècles sont saisis. Les musées et collections archéologiques de Varsovie, Cracovie, Poznan sont mis en coupe réglée. Le retable de la cathédrale de Cracovie, chef-d'œuvre datant du XVe siècle, est démonté et expédié en caisse vers le Reich. Le pillage archéologique, il a deux objectifs. Le premier, c'est évidemment de fonder la présence nordique et germanique dans le passé pour la légitimer, et pour légitimer ce qui n'est pas une invasion, mais alors un retour des Allemands et des Nordiques sur ces territoires-là. Et bien entendu, il y a aussi une dimension d'arrasement et une dimension de trophée, qui peut expliquer aussi une certaine dimension prédatrice de l'archéologie nazie. Les biens saisis prennent la direction de Berlin et ont parfois pour terminus le château SS de Himmler à Wewelsburg. Les falsificateurs de l'histoire sont devenus de vulgaires pilleurs. Man hat das nicht so als Plünderung dargestellt. Man hat also wirklich versucht, hier andere Begriffe zu finden. Ja, man nannte das Rückführungen, Sicherungen und noch viele andere Begriffe, die man also fand für diese Aktionen. Les Juifs sont arrêtés et parqués dans des ghettos en attendant leur déportation. Les nazis se servent dans leur demeure. Un archéologue SS rend compte par écrit à Wolfram Sievers, le nouveau patron de la Donnerbe. Un bon nombre d'œuvres d'art et de bibliothèques viennent de perdre leurs propriétaires. Actually, looting was a great end in itself, and Himmler saw this, and he was able to combine that with his previous pseudo-scientific aims as well. So they were killing two birds with one stone. Détruire et piller les trésors archéologiques ou artistiques de la Pologne revient à anéantir le passé des Polonais, à absorber l'existence même de la Pologne, qui, aux yeux des nazis, n'existe pas en tant que nation. Alles, was eben das Slawentum betraf, die slawische Kultur, sollte eben ausgeschaltet und zerstört werden. Um natürlich zu zeigen, dass Deutschtum, das Germanentum schon immer vorherrschend war auf dem polnischen Territorium. En mai 40, Hitler lance son attaque à l'ouest. Dans les valises des soldats, des archéologues. Leur mission, démembrer la France et germaniser l'ouest du Rhin. L'archéologie, alliée à l'histoire, va être la discipline qui va permettre de déterminer quelle doit être la nouvelle extension de la Grande Allemagne. Est-ce qu'elle doit s'étendre sur toute l'Europe ? Doit-elle englober complètement la France jusqu'à l'Atlantique ou bien doit-on dresser des limites? Et puis, plus tard, on va aller plus loin pour essayer de démontrer qu'en fait, cet ensemble de pays a été très tôt colonisé par les Germains et que peut-être même que les bifaces de pierre trouvées par Boucher de Perthes dans la vallée de la Somme au XIXe siècle sont peut-être l'œuvre d'hommes préhistoriques germaniques. Donc on va essayer en fait de germaniser la préhistoire française. France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark deviennent des chantiers de fouilles pour les archéologues SS. La science cautionne toutes les annexions. Et comme un symbole, Gustav Rik, archéologue, membre de la Donnerbe,
pose en guise de mire sur les excavations sa casquette d'officier SS. La guerre des savants allemands ne s'arrête pas là. Lorsqu'en juin 1941, les armées nazies envahissent l'Union soviétique, Lahnenerbe envoie là encore ses archéologues les plus réputés. Mais les hommes de science allemands ne se contentent pas de retourner la terre. Ils sont accompagnés et protégés par les unités combattantes, notamment de la Waffen-SS, voire par les commandos de tueurs des Einsatzgruppen, qui assassinent tous les juifs présents sur ces territoires. Certains archéologues sont impliqués dans l'extermination. Je pense en particulier à Herbert Jankuhn. Jankuhn est un de ces intellectuels de combat, comme on dit dans le jargon national-socialiste, qui s'engage dans une unité de la Waffen-SS, de Panzer, qui combat sur le front Est, c'est la division Viking. Et on sait aujourd'hui que les Vikings a été impliqués dans des massacres de masse. Les divisions prennent les villes. Les Einsatzgruppen assassinent les Juifs. Ensuite, les archéologues pillent les musées et les habitations. Cette concomitance entre assassinat et pillage ne doit rien au hasard. Ce sont deux aspects d'une même et unique politique. Protéger la germanité en prouvant son excellence et sa richesse, et en détruisant ses ennemis. Ces archéologues peuvent, j'allais dire, travailler la semaine sur leur site archéologique et puis le reste du temps travailler dans un camp de concentration. Ou bien avoir des périodes de fouilles et puis ensuite être en Ukraine dans une division de Waffen-SS. Il y a une véritable implication, j'allais dire, de terrain de certains de ces archéologues. In diesen Einsatzgruppen waren zum Teil eben hochprofessionelle Leute dabei, promovierte Juristen, promovierte Historiker, promovierte Germanisten. On peut prendre un exemple très bon à prendre, hein. C'est évidemment l'exemple de Bruno Müller, vous voyez, qui est un juriste, qui a fait une magnifique thèse de droit international, et puis qui ensuite est envoyé diriger un Einsatzkommando au moment de l'invasion du RSS. Le 16 août 1941, dans la petite ville de Tigina, il vient de recevoir Bruno Müller l'ordre d'adjoindre les femmes et les enfants au massacre qu'il a déjà commencé à mettre en place depuis 6 semaines. Et pour bien montrer à ces hommes ce qu'ils doivent faire, il se fait amener une femme et son nourrisson et les abat tous les deux d'une balle de revolver devant les hommes. Das heißt, die Beteiligung deutscher Wissenschaftler am Aggressionskrieg war eine fast allgemeine und lässt sich eben nicht auf 1 oder 2 Institutionen reduzieren. Das ist eine der großen wissenschaftlichen Entdeckungen der letzten Jahrzehnte gewesen, die natürlich auf großen Widerstand auch so ein bisschen in der deutschen öffentlichen Meinung gestoßen ist, weil es sehr unbequem ist zu wissen, dass alle an diesem Krieg irgendwie beteiligt waren und von diesem Krieg vielleicht sogar auch profitiert haben. Himmler se rend à plusieurs reprises sur le front de l'Est. La colonisation de l'Ukraine et celle de la Crimée sont planifiées. En octobre 1942, il décide d'installer d'ores et déjà une petite colonie non loin de Kiev. En quelques jours, plus de 10 000 Ukrainiens sont envoyés dans des camps de travail du Sud, tandis qu'un peu plus tard, des colons d'origine allemande s'y installent sous bonne garde. Pour coloniser, la méthode nazie ne fait pas dans le détail. On place des colons SS pour peupler les villages
on garde les populations d'apparence nordique et on se débarrasse des Slaves. Donc l'idée à terme, en fait, elle est purement et simplement de remplacer une population par une autre, d'effacer une culture pour la remplacer, pour eux c'est une restauration, pour la remplacer par la culture germanique. Et à partir du moment où l'autre n'a plus d'histoire, n'a plus de territoire, finalement il est un migrant, il est un réfugié et on peut le mettre dans des camps et on peut le faire disparaître. Himmler est aux anges. Il confie. Ce sera la plus grande colonisation que le monde ait jamais connue. Lorsque cette tâche sera accomplie, le nom d'Adolf Hitler sera le plus grand de l'histoire allemande. Et c'est moi qui l'en a chargé. Sous le Troisième Reich, la science allemande s'est transformée en une science du mensonge et de conquête. Mais la guerre n'est pas terminée. Et pour servir son chef, Lahnenerbeu va bientôt conduire les expérimentations les plus abominables. Le pire est à venir.